déjà que ces structures prennent en compte les besoins des personnes handicapées afin qu'elles soient bien formées, parce que si vous n'êtes pas bien formé, vous n'aurez pas un emploi, donc il faut qu'elles soient bien formées. Ensuite, après leur formation, eh bien, il faut que ces structures également, dans leur politique de recrutement, puissent faire un clin d'œil à ces personnes-là en les recrutant, d'ailleurs sur la base de leur mérite, bien sûr, parce que nous ne commandons pas, ou les personnes handicapées ne commandent pas des postes, mais c'est sur la base également de leur mérite, de leur savoir-faire, de leur savoir-être qu'il faut les recruter. Donc, un clin d'œil aussi aux personnes handicapées elles-mêmes pour dire qu'elles ne doivent pas être paresseuses, elles doivent travailler, elles doivent aller à l'école, elles doivent se faire former et être compétitives aussi sur le plan, sur le marché du travail. Donc, ce plaidoyer, il est important parce que j'ai parlé des barrières. Vous voyez, quand vous prenez le niveau d'abord comportemental, les agissements des uns et des autres vis-à-vis des personnes handicapées, il faut que ça change. Quand vous voyez au niveau institutionnel, il y a des lois qui doivent être élaborées pour aborder cette question des personnes handicapées. C'est vrai qu'il y a des lois, mais il faut également des textes d'application de ces lois-là pour que sur le marché du travail, effectivement, ces personnes-là puissent être effectivement prises en compte. Vous voyez. Et sur le plan, voilà, ça c'était sur le plan institutionnel, sur le plan comportemental et sur le plan environnemental. Il faut qu'on travaille par rapport aux infrastructures pour que... Mettre en place pour faciliter... Pour faciliter, exactement, vous avez tout compris. On va dire, aux personnes handicapées. Voilà, faire des aménagements raisonnables au sein des entreprises même, pour que ces personnes qui évoluent dans ces entreprises-là puissent être à l'aise et puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce que souvent on a l'impression comme les personnes handicapées sont paresseuses, c'est tout simplement que les conditions ne sont pas suffisamment prises pour leur permettre d'être optimales à leur poste de travail. Voilà. Oui, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Que je rebondisse sur ce que Marc Alain a dit tout à l'heure à propos de... Bon, on ne commande pas, mais il y a ce qu'on appelle le affirmative action. Et c'est l'action affirmative, je crois que c'est comme ça que ça se traduit en français, qui veut que quand même les personnes défavorisées, n'est-ce pas, on les prenne en compte quand même. Ça veut dire que même s'il n'y a pas, bon, dans une entreprise de 100 personnes, on peut faire en sorte que, bon, il faut prendre des personnes handicapées. Et il peut arriver que la personne handicapée, bien sûr, elle est bien formée, mais peut-être une autre personne a plus de choses là que lui, que est plus à même d'occuper le poste. Mais c'est possible de lui permettre à cette personne handicapée d'être dans ces services-là. Parce que la personne handicapée, permettez-moi de le dire encore et de revenir à chaque fois sur le handicap positif. Le handicap positif. Cette personne handicapée a eu beaucoup de peine à arriver à ce niveau-là. Et maintenant, parce que la compétition est très élevée et que cette personne-là ne trouve pas de travail, il y a aussi ça. Et je crois que dans beaucoup de firmes dans les pays européens, il y a un quota pour les personnes handicapées dans les services. Et ce quota, je crois que nous aussi, nous devons travailler vers ce cas-là pour qu'il y ait un quota quand même dans les services pour les personnes handicapées. Oui, monsieur Omezounou. Oui, en fait, pour compléter ce qui est dit, le plaidoyer est nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'ignorance autour de la thématique du handicap. Les gens ne sont pas formés à l'école sur ce qu'est la différence, notamment par rapport aux groupes vulnérables, parce qu'on compte parmi les groupes vulnérables les personnes handicapées aujourd'hui. Et donc, on compte même les femmes parmi les groupes vulnérables, ce que, personnellement, entre guillemets, je conteste. On y reviendra dans un autre débat. Oui. Alors, donc, le plaidoyer est une démarche fondamentale
pour amener les uns et les autres, tant les proches des personnes handicapées que les acteurs dans la vie éducative, professionnelle ou autre, à comprendre qui est une personne handicapée, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, et comment on peut adapter des dispositifs pour que ces personnes soient intégrées. Enfin, j'aime pas le mot inclusion, j'aime pas le mot intégré, j'aime pas le mot insertion. Bon, je préfère l'expression le mieux vivre ensemble avec nos différences dans la société. Qui a le droit d'intégrer qui ou d'inclure qui, alors que nous avons tous la même dignité intrinsèque, en fait. Oui, nous sommes tous égaux. Donc, lorsqu'on dit inclusion, ça veut dire qu'il y a un moule et qu'on voudrait bien mettre d'autres qui ne m'y est pas, en fait. Voilà, on va essayer de faire un peu en torse. Donc, tout devait être... On fait, il faut qu'il y ait des plaidoyers pour que toute chose qui se mette en place puisse prendre en compte les besoins spécifiques de tout le monde, de tous usagers, au démarrage. Et là, nous pourrons parler de mieux vivre et donc de l'accessibilité à tout, pour tous, partout. Voilà. D'accord. Mais une question un peu, on va dire, un peu personnelle, monsieur Aoumezounou. Vous vivez un peu cette injustice, on va dire, par rapport à... dans le monde du travail? Si je vous disais qu'être une personne handicapée n'est pas difficile, je vous mentirais. À un moment donné, j'avais voulu dépasser cela. Mais l'ignorance est tellement récurrente qu'on vous ramène à l'état de vous êtes différent et bon, voilà. On vous rappelle votre différence tous les jours. Voilà. Et donc, maintenant, j'en suis blasé et je voudrais que les personnes qui ne comprennent pas puissent comprendre. Et avec méthode, avec pédagogie, avec doigté, en les mettant en situation de déficience, de handicap, pour que ces personnes-là comprennent par elles-mêmes que ce n'est pas facile. Et vous savez, ce qui est difficile, surtout pour les personnes handicapées, c'est quand on va mettre un enfant handicapé à l'école. On va prendre le cas simple d'un enfant handicapé physique, atteint de la poliomyélite par exemple. Il va à l'école. D'abord, ses parents vont faire plus de frais, de dépenses, de charges que ses autres frères et sœurs. Parce que là où les autres frères et sœurs peuvent marcher pour aller à l'école du quartier, lui, on va peut-être le mettre à moto, sur une moto ou dans une voiture, par exemple. Donc, et puis, l'enfant même fait des efforts pour être au même niveau que ses camarades. Et ça, on ne le voit pas. Et ça, c'est la force que les personnes handicapées ont et ne vous en déplaise, c'est naturel, les personnes handicapées sont plus fortes. Ah, oui. Merci beaucoup, monsieur Aoumezounou. Et je rappelle, les téléspectateurs l'ont constaté justement, nous avons été rejoints par notre ami Théophile Ekpe, donc notre spécialiste en langage des signes pour les personnes handicapées auditives qui pourront donc nous suivre. Alors, monsieur Adissa, vous êtes, disons, à la NPE dans l'emploi. Alors, moi, il y a une question qui revient et que je suis sûre que les téléspectateurs se la posent. Est-ce que vous pensez que les personnes handicapées peuvent exercer leurs fonctions au même titre que, bon, disons, monsieur tout le monde, quoi? Oui, je pense que c'est oui. À condition qu'on leur donne toute la chance en aménageant des espaces
et l'espace et l'environnement du travail. On parle d'accessibilité, accessibilité au niveau de l'environnement du travail et accessibilité au niveau des postes de travail pour que ces personnes puissent travailler comme les autres aussi. Bon, d'accord. C'est pourquoi, entre-temps, on a parlé aussi de la formation, de la compétence. En ayant la formation, en ayant la compétence et en adaptant les postes, ces personnes sont en mesure de donner le meilleur d'elles-mêmes au poste du travail. Voilà, donc disons que les personnes handicapées peuvent remplir toutes les fonctions possibles. Il suffira juste de certaines adaptations, on va dire. Oui. Et les statistiques ont prouvé que les personnes handicapées sont les personnes les plus fidèles à leur poste de travail. Et elles donnent aussi des meilleurs résultats. Comme M. Oumezounu l'a dit, elles sont plus fortes. Oui, elles sont plus fortes. Elles sont plus fortes. Alors, M. Agodé, alors, au niveau de l'ANVT, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, de ce plaidoyer-là? Est-ce que au niveau de l'ANVT, vous avez des volontaires personnes handicapées? Oui, nous avons des volontaires handicapés qui sont en mission et dans beaucoup de structures à Lomé. Et comme le Gaëtan et Bach l'ont tout à l'heure présenté, je pense que le tableau est plus noir que tel qu'ils l'ont décrit. Et je pense que c'est ce qui fonde toute la pertinence de leur démarche vis-à-vis de nous, qui mobilisons et mettons des volontaires dans des situations professionnelles, parce qu'il y a lieu de valoriser les formations qu'elles ont faites et elles-mêmes, pour se valoriser en tant que personnes, elles ont besoin de ces cadres de mission qui leur sont favorables. Et mon collègue Hilaire vient d'en parler. Il faudrait que l'environnement leur soit approprié afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et à la question peut-être que vous avez posée précédemment à Hilaire, je pense que les volontaires handicapés peuvent être à la hauteur de ce qui aussi compétents que les personnes valides, parce que du moment où elles ont fait l'effort, comme Gaëtan l'a dit, d'être formées au même titre, d'avoir les mêmes compétences que les personnes valides, elles peuvent donner aussi le meilleur d'elles-mêmes. Donc, moi, je pense, en tout état de cause, qu'il va de soi que ces personnes soient aussi compétentes que les personnes valides. Et pourquoi pas peut-être dire comme Gaëtan, mieux compétentes que les personnes valides. D'accord. Alors, Monsieur Oumezounu, je reviens à vous. Alors, on parle de ce projet, de ce plaidoyer, mais est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Un emploi décent aux personnes handicapées, comme Madame Komlan vient de le dire, essayer de mettre peut-être un certain quota dans le recrutement des personnes. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Je ne dirais pas que je ne poserai pas la question de cette façon-là. Ça peut être possible. Non, ça doit être possible. Oui, parce que avant de répondre à cela, je voudrais dire que notamment les personnes déficientes auditives, les personnes sourdes, sont en général infatigables à la tâche. Mais observez-les. Elles sont des travailleurs ou des travailleuses, on va dire. Des personnes déterminées. Mais déterminées. Et là, le travail ne leur fait pas peur du tout. Donc, ceci étant, on doit pouvoir faire en sorte que les personnes handicapées soient à la place qui est leur à compétence égale. Compétence égale, les personnes handicapées ne veulent pas qu'on les juge sur leur handicap, sur leur déficience, mais sur leur capacité, leur compétence, leur bravoure, leur ardeur, leur assiduité, leurs résultats au travail. Alors, Madame Komlan, dites-nous, est-ce que
ce travail-là ne pourra pas se faire déjà à la maison. Parce que je me dis que lorsqu'on voit par exemple certaines personnes handicapées dans la rue et tout, je me dis qu'elles n'ont pas suivi de formation, elles n'ont pas été accompagnées. Alors est-ce que cela ne vient pas de la maison? Le regard que les parents ont sur leurs enfants handicapés, est-ce que ce regard ne devrait pas changer depuis la maison avant d'arriver, disons, au niveau des structures d'employabilité et tout? Merci. Ah, ça, c'est une grande question. Effectivement, il faut d'abord l'accompagnement parental. C'est très important. Et si je reviens dans le cas des enfants sourds, oui, cet accompagnement parental manque dès le départ. Parce que la personne entendante, les parents entendants qui sont face à leur enfant handicapé auditif, leur enfant sourd, ils sont des gens eux-mêmes qu'il faut amener à l'hôpital. Parce qu'ils se disent, mais un enfant sourd, et ils bloquent la communication. Voilà, que c'est fini. Et c'est fini. Cette communication qui est bloquée dès le bas âge fait que cet enfant-là devient un enfant sans parole. Et lorsqu'il commence sa scolarité, c'est un enfant qui ne connaît même pas son nom. Et à qui on dit maintenant d'apprendre une langue seconde, d'écrire en une langue seconde, alors qu'il n'a même pas encore une langue première. Donc il y a ça. Je voudrais rebondir sur quelque chose. Lorsque nous parlions tout à l'heure de handicap, ce que c'est que le handicap, et Marc a expliqué que le handicap, c'est situationnel, ainsi que Gaëtan, et que le handicap est produit en fait par la société. Voilà. C'est notre société qui produit le handicap. Voilà, qui met la personne en situation de handicap. Voilà, une personne peut avoir des lésions fonctionnelles qui entraînent des incapacités, mais ne pas être handicapée. La personne sourde, en ce moment-là, où nous sommes en train de parler, qui est là-bas en train de nous regarder, est-ce que cette personne est en train de voir le traducteur? Voilà. Si oui, elle n'est pas en situation de handicap. Voilà. Elle est comme tout le monde. Elle est comme tout le monde. Elle suit le débat au Elle suit le débat comme tout le monde. Voilà. Et ça, c'est très important de permettre à la personne. C'est lorsqu'elle ne voit pas le traducteur qu'elle est bloquée. Qu'elle est bloquée. Donc, en situation de handicap. En situation de handicap. C'est très important de savoir lever les barrières. Et pour la personne sourde, c'est surtout les barrières communicationnelles. C'est sûr. N'est-ce pas? Et tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la formation, c'est très important. Il peut arriver qu'on dise, on veut employer des personnes, ANVT viennent de parler, je suis sûr qu'ils n'ont pas de personnes handicapées auditives. Ce n'est pas parce qu'ils n'en cherchent pas, mais vous en avez. Tant mieux. Qui parlent. Parce qu'il y en a qui parlent parce qu'ils sont devenus sourds après avoir acquis le langage. Voilà. Bon, donc, ces personnes-là sont des personnes handicapées, mais nous qui sommes ici, nous sommes aussi handicapés. On dit que le handicap auditif est un handicap partagé. La personne handicapée auditive qui est ici parmi nous en ce moment, et voir le traducteur et elle n'a pas handicapé. Maintenant, nous, qui sommes ici, si nous allons dans un milieu sourd, qui devient la personne handicapée? C'est nous. C'est nous. Nous devenons handicapés. Voilà. C'est pourquoi, si nous voulons vraiment et former les enfants et les personnes handicapées pour qu'ils soient à même d'avoir les compétences qu'il faut, il faut que la NVT et la NPE, ils apprennent la langue des signes. Ah, mais c'est ça. Comment communiquer? La langue des signes, le braille. Et tout ça. Comment est-ce qu'elle communique avec ces personnes handicapées si vous ne comprenez pas la langue de la personne handicapée auditive? Comment pouvez-vous lui donner les compétences qu'il faut pour que cette personne-là puisse avoir un emploi décent? D'accord. Oui, Gaëtan, avant de revenir à vous, je crois que Madame Comlan a quelque peu indexé. Alors, Monsieur Agodé, au niveau... Dans le bon sens. Oui, dans le bon sens. Voilà. Au niveau de la NVT, vous avez des personnes handicapées auditives? Oui, nous en avons. Et vous comprenez? Nous, qui recrutons pas
nous ne comprenons pas. Pas directement, mais avec les personnes... dans les structures dans lesquelles elles travaillent, elles essaient de s'adapter. Et c'est là un peu l'accompagnement, on apprécie ici l'accompagnement des partenaires, ONATEF notamment, qui nous accompagnent à pouvoir adapter le cadre de travail. Parce que ce qui vient d'être relevé dans tous les échanges, c'est l'importance de l'environnement, puisque l'environnement fait partie d'un intrant, constitue un intrant important dans la productivité des personnes. Si je suis dans un cadre de travail où je vois à peine, où la lumière n'est pas importante, où le matériel de travail ne m'est pas donné, je ne pourrai pas produire le résultat que je veux. C'est pourquoi c'est tout ce qui même fonde la pertinence de ce projet, où il consiste à pouvoir accompagner les structures qui travaillent à mettre des jeunes en situation professionnelle, à pouvoir faciliter leur cadre d'intervention afin qu'ils puissent produire les résultats attendus d'eux. Et donc, moi, je pense que la question de l'environnement importe. Et l'environnement, comme Madame Komlan l'a dit, impose aussi à nous de pouvoir comprendre le langage des signes pour que nous ne nous trouvions pas dans le cas contraire, c'est-à-dire être handicapés dans une situation où on ne comprend pas du tout les personnes. Et l'autre élément aussi important, c'est la question de l'accessibilité. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Et l'accessibilité à nos produits, parce que nous essayons tout le temps d'être davantage plus proches de nos cibles. Nous, c'est davantage les jeunes, et nous avons 3 métiers à l'ANVT que nous avons, c'est la mobilisation des jeunes, leur formation et puis leur accompagnement. Et on apprécie, nous, de notre côté, en quoi ces 3 métiers-là sont davantage accessibles d'abord aux jeunes eux-mêmes et ensuite aux jeunes handicapés. Et c'est là où la réflexion nous est venue déjà d'intégrer ça dans notre politique de fonctionnement, où nous faisons ce que Madame a appelé affirmative action, ou la discrimination positive, et en faveur des personnes handicapées, pour que à chance égale, à diplôme égal, que les personnes handicapées soient valorisées. Voilà. D'accord. Monsieur Adissa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'allais compléter quelque chose. Oui. Tel que Madame l'a dit, nous, au niveau de l'ANP, on travaille avec les personnes handicapées. Avec tout le monde? Oui, avec tout le monde. Avec l'appui de M. Gaëtan et de FETAF, par l'intermédiaire des marques. Si on a besoin de faire des formations et que nous sommes confrontés à l'obstacle qui est le langage, on s'associe avec Marc et on nous affecte les gens qui font le langage des signes, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer en attendant. Voilà. Avec Gaëtan, c'est l'adaptation des postes. Si on a à placer par recrutement ou bien par placement du programme que nous gérons, on appelle ça programme EDS. Et on a besoin d'adapter les postes pour que la personne puisse travailler. On fait